L'industrie de la France ne va pas bien du tout, mais elle peut se relever. Les faits donnent raison à Loïc Le Floch-Prigent dans un livre sans concession. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de La bataille de l'industrie. La France va-t-elle perdre? Peut-elle gagner? C'est aux éditions Jacques-Marie Lafon. Loïc Le Floch-Prigent, ça ne vous a pas échappé, le taux de chômage atteint des sommets en France. C'est plus haut historique. Le président François Hollande a présenté hier son plan d'urgence pour relancer l'emploi, pour tenter en tout cas. Alors, il y a l'apprentissage, il y a la formation des chômeurs, il y a l'aide à l'embauche, coût total 2 milliards d'euros. Que vous inspirent ces mesures? Je pense que c'est mettre la charrue avant les bœufs. Le problème qui est important, c'est celui de l'industrie, qui a baissé en 15 ans de moitié, la production industrielle, et c'est la raison pour laquelle nous avons des problèmes d'emploi. C'est-à-dire que, certes, nous robotisons, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous automatisons, mais l'industrie génère autour d'elle énormément d'emplois par les services, par les sous-traitances, et tant que nous n'aurons pas un redressement industriel vrai, c'est-à-dire une augmentation de la production industrielle, eh bien, nous n'arriverons pas à en sortir, peu importe les formations ou les différents astuces. L'important, c'est d'avoir une vision de ce que peut être la France demain, de savoir une vision de ce que peut être la France industrielle. Nous avons les moyens d'y arriver, c'est-à-dire qu'il faut d'un côté que nous dirigions l'épargne vers l'industrie, et non pas n'importe comment, et en particulier sur les dettes grecques ou les dettes américaines. Et il faut que nous arrivions à utiliser au mieux notre atout maître, qui est le numérique. Nous maîtrisons le numérique de façon considérable. Nous avons la capacité de changer les process industriels et les produits grâce à l'utilisation du numérique, et il faut qu'on y aille. Donc on a quelques années, c'est mourir ou rebondir. Mourir ou rebondir. Dans votre livre, vous racontez, Loïc Le Floch-Prigent, l'évolution de l'industrie française depuis la Seconde Guerre mondiale. Vous nous livrez quelques clés, les causes culturelles, politiques, techniques, et également sur l'effondrement de cette industrie. Alors dites-nous pourquoi, au juste, la France perd ses fleurons. Pourquoi l'industrie française va mal? Parce que souvent, les fleurons industriels qui n'ont pas de dynastie qui les porte sont des fleurons qui sont pris en main par des gens qui n'ont pas de patriotisme économique du tout, et qui n'ont pas de compétences. C'est-à-dire que, à force de vouloir considérer qu'on sélectionne les patrons à l'âge de 20 ans, on finit par ne plus en avoir. Les Allemands font pas cette erreur, puisque le nouveau patron de Volkswagen est un apprenti qui a monté dans Volkswagen. Alors, on peut pas dire de quelqu'un il est intelligent, il a été reçu un concours à 20 ans, et considérer que ce concours lui permet d'être industriel. C'est pas vrai. Et en particulier, tous ceux qui font l'école nationale d'administration ne sont pas des industriels a priori. Ils peuvent le devenir, mais a priori, ils ne le sont pas. Et je crois que cette espèce de folie qui a gagné les grandes entreprises au cours de ces dernières années a été un enterrement. Alors, on arrive à la fin à ce que, en 2015, 4 grandes entreprises françaises, et pas les plus petites, c'est-à-dire Rhodia qui va chez Solvay en Belgique, les Ciments Lafarge qui va chez Holcim en Suisse, les Alcatel qui va chez Nokia en Finlande, et puis la cerise sur le gâteau, c'est Alstom, 70% qui s'en va à General Electric, alors qu'ils des entreprises du CAC 40 qui ont quitté la France en 2015. En 2015, c'est-à-dire qu'il y a accélération du phénomène, accélération parce qu'il y a déni de réalité, c'est-à-dire on veut continuer à parler emploi en sautant sur sa chaise, comme autrefois Europe, alors que le sujet, c'est bien l'industrie. Mais pour qu'on comprenne bien, vous évoquiez les empires familiaux. Ils ont dû résister. Voilà, alors vous racontez dans ce livre notamment comment le Rafale de Dassault est devenu un cache-misère pour le gouvernement français, qui s'en vante. Mais vous dites, Dassault, ça marche, les empires familiaux, ça marche, au même titre d'ailleurs que les grandes entreprises publiques. On rappelle que vous-même, vous avez été le patron d'Elf, Gaz de France, SNCF, Rhône-Poulenc. Pourquoi ça marche quand c'est un empire familial et des grandes entreprises publiques? Parce que souvent, les entreprises familiales essayent de voir quels sont les dirigeants qui vont survivre et qui vont suivre la dynastie. Alors, lorsque la dynastie marche, comme chez Michelin, même s'il n'y a personne poursuivi, comme Édouard Michelin qui est mort accidentellement, on trouve quelqu'un et on forme cet individu pendant une dizaine d'années. Tandis que nous, on a le sentiment que si on prend un polytechnicien ou un énarque, on va résoudre le problème. Eh bien, on ne le résout pas. Et à la fin, ce polytechnicien ou cet énarque considère qu'il va satisfaire l'actionnaire en vendant son entreprise à l'étranger, plutôt que de considérer que
patriotiquement, il faut qu'il arrive à créer un intérêt industriel à partir de ça. Donc c'est là c'est le choix du politique à l'égard des chefs d'entreprise qui a été épouvantable. Alors c'est un livre donc sans concession, mais ce n'est pas un pamphlet pour autant. Vous écrivez d'ailleurs dans c'est très gentil. La France, très gentil peut-être pas, mais vous le dites en tout cas, vous êtes aussi optimiste. Vous dites la France n'a pas perdu la bataille. D'ailleurs, vous dites la France est une Californie qui s'ignore, c'est-à-dire? C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui un esprit dans nos écoles d'ingénieurs qui arrive à acclimater le numérique de façon extraordinaire. Alors on a dit la Californie, c'est merveilleux, les startups, etc. Non, nous avons énormément de capacités de cette nature que, par exemple, quelqu'un comme Xavier Niel est en train d'essayer de développer et d'autres. Mais il faut essayer de comprendre ce qu'est la Californie, c'est-à-dire au-delà de cette image de start-up, je dirais de Blablacar, il y a avec le numérique le changement total de procédés, de process par conséquent et de produits issus de l'utilisation numérique, de la modélisation. Sauf que les pépites s'en vont. On en a déjà parlé. Pourquoi ils s'en vont? C'est la bureaucratie, c'est la lourdeur administrative. Pourquoi? Bien sûr, il y a une lourdeur administrative. Et puis, toujours, le sentiment que quelqu'un qui est jeune et qui a une idée, il vaut mieux qu'il aille en Californie faire dire que son idée est bonne pour revenir. Il y a eu comme ça quelques exemples que lorsque j'étais à des émissions et qui reviennent. Alors, il y en a quelques-uns qui reviennent. Il y a Marc Simoncini qui est un des individus qui est le plus brillant dans les domaines du numérique, qui dit il faut que les gens reviennent, forcez-les à revenir. Bon, mais lorsqu'on est parti là-bas et qu'on a été mal considéré en France, c'est difficile de revenir. Et donc il faut les garder. C'est-à-dire et ces gens-là existent aujourd'hui dans les écoles d'ingénieurs. Ils sont juste à la sortie. Ils sont brillants, brillantissimes. Et nous avons un esprit beaucoup mieux adapté au numérique que les Allemands ou les Asiatiques, parce qu'ils sont très reproducteurs, les Allemands et les Asiatiques. Alors que nous sommes inventifs, nous sommes créatifs, nous l'avons toujours été, depuis l'invention de l'aviation, l'automobile. Enfin, on a gardé cette capacité de la même façon que Michelin a été la grande entreprise du pneu et reste la grande entreprise du pneu aujourd'hui. Alors, vous avez été une figure de proue, un pilier de l'économie française sous le deuxième septennat de François Mitterrand. Où situez-vous le tournant dans cet affaiblissement de l'industrie française, Loïc Le Floch-Prigent? Je pense que ça a été les privatisations. C'est-à-dire qu'au moment où M. Balladur dit « je vais privatiser, je vais faire des noyaux durs », en fait, il nomme des chefs d'entreprise qui n'en sont pas à la tête des entreprises et il fait des noyaux mous et non pas durs. Voilà. Et donc, quelques années après, l'ensemble de ce capital s'en va et nous n'avons toujours pas réglé le problème du capital, c'est-à-dire le fait que l'épargne des Français va dans l'assurance vie pour 2000 milliards et ne va toujours pas à l'industrie. C'est-à-dire au bout de 30 ans, on continue à faire les mêmes erreurs, à savoir qu'on est schizophrène. D'un côté, on dit l'industrie c'est important, il faut y aller, et de l'autre, tout notre argent, on le met dans l'assurance vie qui n'a pas droit d'aller dans l'industrie. Il n'y a pas un centime de l'assurance vie qui va dans l'industrie. Il n'a pas le droit pour des raisons prudentielles. Alors, vous évoquez aussi dans Cible, on précise que c'est une véritable enquête. Vous êtes allé à la rencontre de patrons, de petites et moyennes entreprises. Vous avez une douzaine, vous avez recueilli des témoignages et vous en concluez notamment, le Club Prigent, que l'avenir se joue dans les régions françaises, dont on a beaucoup parlé avec les récentes régionales, notamment la Bretagne, je le dis en souriant, on comprendra pourquoi. En quoi est-ce un atout, les régions, pour l'industrie française? Parce que ça a toujours été... Paris n'a jamais généré d'industrie, contrairement à ce qu'on pense. Il y a eu, bon, certes, je dirais Billancourt et puis Citroën, lequel Javel, mais autrement, d'une manière générale, l'industrie a toujours été régionale. Ça a été la région lilloise, ça a été la région Alsace, ça a été la région lyonnaise. Et c'est là qu'aujourd'hui se retrouvent un certain nombre de dynasties anciennes et de dynasties naissantes qu'il faut absolument mobiliser pour arriver à s'en sortir. Et c'est de là que va venir la solution, et non pas des cénacles parisiens avec leurs énarques. Alors pendant des années, je l'ai dit, vous avez été un patron très médiatisé en France. Certains estiment d'ailleurs que vous avez payé aussi le prix dans ce parcours. Est-ce que c'est vrai quand on est un homme politique, allez, disons un patron plutôt de gauche, est-ce qu'on le paye, ça? Ah bien sûr, oui. Non, il n'y a absolument aucune raison de... Simplement, j'ai voulu survivre. Et donc, j'ai pris les possibilités de survie. Mais à partir du moment où vous avez
les juges, les médias contre vous, vous êtes morts. Hein. Donc soit vous mourrez tout de suite, et vous allez au cimetière, soit vous dites non, je vais résister, mais la résistance conduit au recul et au retrait, ce qui m'est arrivé pendant un certain temps. Ouais. Mais là, disons que c'est un cri d'amour pour l'industrie française que je livre, en disant, mais l'industrie, nous avons les possibilités de vous en sortir. Ce n'est pas possible de ne pas vous en sortir. Mais quand on vous lit, on se dit que c'est évident. Pourquoi est-ce que François Hollande, par exemple, ne lirait pas votre livre? Quand on vous lit, on se dit que c'est pas forcément très compliqué. Pour en revenir, qu'est-ce qui bloque? Parfois, on parlait de caste aussi qui protège quelques intérêts. Je pense qu'il y a le fait que la politique française est aujourd'hui essentiellement dominée par des gens qui veulent se faire réélire et qui d'ailleurs se font réélire pendant 30, 40 ans est un obstacle fondamental à ce que les hommes politiques prennent en main effectivement l'industrie. À chaque fois qu'il y a la casse d'emploi, ils prennent l'écharpe tricolore, ils manifestent, mais ça n'a pas d'incidence. Le problème n'est pas au moment où l'industrie est moribonde d'essayer de convaincre les gens de garder les emplois, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est bien avant. C'est bien avant, et bien avant, ça veut dire réfléchir. Et réfléchir, c'est se mettre sur le long terme, alors que les gens sont sans arrêt sur qu'est-ce qui va se passer le mois prochain, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine. Mais pour autant, est-ce qu'il n'y a pas un homme politique, une femme politique qui incarne un peu ce rêve que vous appelez de vos voeux aujourd'hui, ou qui a été au pouvoir? Certains évoquent parfois Arnaud Montebourg, une occasion manquée. Bien sûr. C'est une occasion manquée parce que lui avait envie de faire quelque chose et effectivement dire qu'il était pour le redressement productif. Alors, il n'avait pas forcément les éléments pour comprendre. Alors, le problème, c'est que le fait de ne pas avoir été industriel soi-même mérite qu'on s'entoure d'industriels. Comment s'entourer d'industriels alors qu'on a des cabinets ministériels qui sont composés de gens qui n'ont jamais fait d'industrie et ainsi de suite. Donc, il faut revenir à la pratique industrielle. La pratique industrielle, c'est compliqué, c'est des hommes et des femmes qui ont envie de faire quelque chose ensemble. Si jamais on n'a pas compris ça, si jamais on considère qu'on joue au Monopoly, on ne peut pas s'en sortir. Et très souvent, les hommes politiques se mettent avec les fusions-acquisitions à jouer au Monopoly. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est j'ai un savoir-faire, j'ai de la technique, j'ai des hommes et des femmes. Est-ce qu'ils sont mobilisés pour faire ce que j'ai envie de faire ou pas? S'ils ne sont pas mobilisés, ça ne sert à rien. Je peux toujours faire des organigrammes, faire des PowerPoint, faire des conférences, aller à Davos, ça ne sert à rien. À rien du tout. Ce qu'il faut, c'est que les gens soient mobilisés. C'est une aventure humaine, l'industrie, et cette aventure humaine, c'est des savoir-faire, c'est des techniques. Et alors, incontestablement, le fait, à certains moments, de faire des retraites à 50 ans, c'est un appauvrissement. On n'en est pas là. C'est terrible, c'est terrible. Luc Le Floch-Prigent, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde. La bataille de l'industrie, c'est aux éditions Jacques-Marie Lafon. Merci à vous, Luc Le Floch. Merci beaucoup.